Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette webconférence qui est tout animée avec Sabrina Doulalos du cabinet Fromont-Briens. Sabrina, je te laisse peut-être te présenter quelques mots. Bonjour à tous, donc je suis avocat associé au sein du cabinet Fromont-Briens où on développe un pôle dédié aux problématiques de droit de la formation professionnelle. Merci Sabrina. Donc je serai le co-animateur. Donc je suis Yves Luchamblé, directeur du développement et du réseau à l'AFDAS. Cette webconférence va durer 1 heure, 1 heure et quart. Nous aurons également un temps dédié à vos questions, ce que nous traiterons en fin de webconférence. Cette webconférence est bien entendu enregistrée, donc vous pourrez accéder au replay dans la continuité de sa diffusion, de la mise en œuvre de cette webconférence. Vous aurez également, à la fin de cet enregistrement, à la fin de cette webconférence, vous aurez un questionnaire de satisfaction sur le contenu et le déroulé de cette webconférence. Donc, je vous remercie par avance de bien vouloir y répondre, de prendre quelques minutes pour y répondre. Le temps de cette webconférence, nous allons aborder un certain nombre d'éléments. Donc, déjà, premièrement, présenter qui nous sommes, le cabinet Fromont-Briens et l'AFDAS. Quelques éléments de contexte. Et puis, on déroulera les outils de reconversion qui sont à l'initiative de l'employeur, donc le congé de mobilité, les transitions collectives, également le dispositif PROA. Et nous aborderons ensuite les outils de reconversion qui sont sur initiative du salarié, que nous parlions du conseil en évolution professionnelle, le CPF, compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle ou encore le bilan de compétences. Alors, quelques mots sur l'AFDAS. Donc, l'AFDAS, c'est aujourd'hui un peu plus de 60 000 entreprises. C'est environ 63-64 000 entreprises, puisque les chiffres que vous avez à l'écran, ce sont les chiffres de l'année dernière et que le nombre d'entreprises a légèrement évolué à la hausse. C'est 44 branches professionnelles. L'AFDAS donc accompagne, que ce soit les entreprises ou les particuliers, sur des logiques de conseil, d'expertise, d'ingénierie de formation, dans toutes les questions emploi, formation, développement des compétences, gestion de carrière. Donc l'AFDAS, c'est des branches qui se situent autour des secteurs de la culture, les industries créatives, les médias, la communication, les télécommunications, le sport, le tourisme, les loisirs et le divertissement. Aujourd'hui, donc, l'AFDAS est implanté sur 22 sites en métropole et en outre-mer. C'est environ une centaine de conseillers qui sont sur l'ensemble du territoire et qui vous accompagnent au quotidien sur toutes vos questions emploi, formation, compétences. L'offre de services en quelques mots de l'AFDAS, elle est structurée autour de 4 pôles. Un premier pôle autour de l'alternance, de l'apprentissage, sur tout le travail qui va depuis l'expression de besoins à la mise en œuvre des contrats en tant que tels, le développement des compétences des collaborateurs des entreprises en question, donc qui va depuis la réflexion sur les besoins en formation jusqu'à la négociation de tarifs auprès d'organismes de formation. On assure le financement et le suivi des actions de formation, bien entendu. Et également, nous sommes à vos côtés, que ce soit entreprise par entreprise ou plus largement au niveau des secteurs et des branches professionnelles, pour mettre en œuvre des projets sur mesure, des projets qui vont évidemment sur les enjeux de compétences. Quelques mots, Sabrina, sur le cabinet Fromont-Briens, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, c'est un cabinet d'avocats implanté sur l'ensemble du territoire français. On a vocation à intervenir dans toutes nos régions. Nous sommes aujourd'hui 41 associés et plus de 180 avocats au total, donc on est plutôt un gros cabinet où nous ne faisons que du droit social, mais tout le droit social. Donc c'est-à-dire à la fois le droit du travail dans ses relations à la fois individuelles et collectives, la protection sociale complémentaire, et aussi un nouveau pôle, enfin plus si nouveau que ça maintenant, enfin qu'on a créé depuis 2013, qui est dédié au droit de la formation professionnelle, que j'ai le plaisir effectivement de développer. Et donc dans ce pôle-là, on a vocation à accompagner aussi bien les employeurs, les branches professionnelles, mais aussi les acteurs de cet écosystème formation, à savoir les organismes de formation, les CFA, les écoles et les financeurs publics et paritaires.
pas si tu souhaitais ajouter quelques éléments ou… Non, je pense qu'on va passer rapidement sur… je n'ai pas d'autres précisions à ce stade. Très bien. Alors, quelques éléments de contexte, puisque quand on parle de mobilité professionnelle, de reconversion professionnelle, ça se concrétise en particulier dans cette période post-crise Covid, on va dire début de post-crise Covid, en espérant qu'elle commence à être derrière nous. Quels sont les grands changements qu'on a pu observer au sein de nos entreprises? Déjà, de nouvelles organisations qui sont nées de la crise, d'une certaine manière. Également des mouvements d'internalisation d'activités où certaines de nos entreprises confiaient des actions, des prestations à d'autres entreprises et un phénomène d'internalisation qui s'est opéré, qui s'opère encore à l'heure où on se parle. Également, en réaction à cette crise et donc quelles solutions mettre en œuvre pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise, c'est la diversification, c'est se développer sur de nouveaux marchés, aller chercher de nouvelles activités, c'est l'investissement également dans de nouveaux outils. Alors, on peut se focaliser autour du numérique, c'est là où se trouve l'essentiel, mais pas que. Et puis également, on voit l'accélération des transitions, qu'elles soient numériques ou idéologiques. Et tout ça, en fait, ça chamboule la vie de nos entreprises et par voie de conséquence, des salariés qui y travaillent. Donc, ça fait naître aussi, de ce fait, un certain nombre de souhaits et parfois de besoins de reconversion professionnelle et tout simplement de mobilité professionnelle. Donc ça s'observe aussi bien collectivement au niveau des entreprises, et ça s'observe aussi individuellement au niveau des salariés qui, dans cet écosystème, essayent de se repositionner sur la meilleure situation possible. Sur les dispositifs à l'initiative de l'employeur, on va commencer par évoquer le congé de mobilité. Sabrina, je te laisse la parole. Oui, sachant que par rapport à ce que vient de dire Yves, ce qu'on a voulu faire dans le cadre de ce webinaire, c'est d'essayer de vous donner un panorama succinct mais assez précis des différents dispositifs de reconversion au travers d'actions de formation qui existent aujourd'hui, qui sont d'ailleurs pour partie codifiées pour l'essentiel dans le Code du travail, qu'ils soient à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ce qu'on verra dans un second temps, mais qui se situent en dehors d'un contexte de licenciement économique. Donc on est en anticipation de cette phase très particulière du licenciement économique, dans le cadre duquel, bien évidemment, on a des dispositifs spécifiques que sont notamment le congé de reclassement, qui permettent effectivement d'accompagner ces reconversions professionnelles à l'extérieur de l'entreprise. Mais là, on est déjà, entre guillemets, dans un contexte bien spécifique qui est celui du licenciement économique. Et donc, la question, c'est, en dehors de ces j'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard quand on est dans le licenciement économique, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme différents dispositifs, comme différents leviers qui permettent effectivement d'accompagner ces logiques de reconversion professionnelle sans basculer dans le régime du licenciement économique. Donc, parmi ces dispositifs, existe à l'initiative de l'employeur le congé de mobilité. Donc, le congé de mobilité, c'est quoi? C'est concrètement favoriser le retour à l'emploi dans un emploi stable par des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement se traduisant notamment par des actions de formation professionnelle. Donc, l'idée étant de proposer au salarié un parcours de formation lui permettant, autant que possible, évidemment, de retrouver un emploi en dehors de l'entreprise. Le mot congé de mobilité peut prêter à confusion quand on est salarié, qu'on accepte un congé de mobilité. Ce n'est pas une mobilité interne à l'entreprise dont on va bénéficier, puisqu'une fois qu'on a accepté le congé de mobilité, ça va embarquer la rupture du contrat de travail au terme de ce congé et donc le repositionnement potentiel du salarié dans une autre entreprise sur un autre métier. Le congé de mobilité, c'est un dispositif qui peut être proposé par l'employeur dans le cadre de deux dispositifs qui sont des dispositifs de négociation collective, soit dans le cadre de ce qu'on appelle une RCC, un accord portant rupture conventionnelle collective, soit dans le cadre d'un accord de GEPP, gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Voilà, alors ce sont des accords collectifs qui doivent être négociés évidemment en amont dans le cadre de l'entreprise et qui doivent préciser les modalités et conditions de mise en œuvre de ce congé de mobilité. Alors, les effets du congé, c'est la slide d'après, en slide 10, je vous l'ai dit, c'est bien pour le salarié
le fait d'être embarqué dans une rupture de son contrat de travail à l'issue du congé, c'est un motif en soi, effectivement, de rupture de contrat de travail. Et pendant toute la période du congé, le salarié va bénéficier d'une rémunération qui sera au moins égale à l'indemnité de conversion. Pendant les 12 premiers mois du congé, c'est un régime très spécifique, sui generis, qui va aussi bénéficier à l'entreprise, puisqu'on aura un régime d'exonération de charges patronales pendant les 12 premiers mois de ce congé mobilité. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, le salarié va alterner potentiellement entre période de travail, période de formation, et il pourra aussi, d'ailleurs, le cas échéant, conclure un autre contrat de travail dans une autre entreprise, auquel cas le congé mobilité sera suspendu pendant toute la durée de ce deuxième contrat qu'il aurait pu éventuellement signer dans l'autre entreprise. Donc ça, c'est un premier dispositif qui n'est pas nouveau, qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, qui est intéressant parce qu'effectivement, dans ce cadre bien particulier du congé de mobilité, on met en œuvre des parcours de formation dans des logiques de reconversion professionnelle, dans l'optique évidemment de quitter l'entreprise sans pour autant s'inscrire dans un dispositif de licenciement économique. L'autre dispositif, qui n'est pas un dispositif juridique en tant que tel, dans la mesure où il est en fait adossé à ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle, c'est ce qu'on appelle les transitions collectives. Alors, les transitions collectives, c'est une idée qui émane du ministère du Travail, après, on va dire, un tour de table et de longues discussions avec les partenaires sociaux il y a maintenant un peu plus d'1 an, pour notamment répondre aux besoins de reconversion professionnelle avec un phénomène d'accélération, évidemment, du fait de la crise sanitaire. Et donc, ces actions dites de transition collective, elles visent à permettre aux salariés de suivre une formation longue de reconversion professionnelle, donc une formation qui permette aux salariés d'acquérir les nouvelles compétences nécessaires pour exercer un nouveau métier, dans une logique de quitter l'entreprise dans laquelle il est à date, pour effectivement être embauché dans une nouvelle entreprise, potentiellement sur un nouveau métier. C'est bien ça la logique de des transitions collectives. Contrairement au congé de mobilité, le fait d'accepter une formation dans le cadre d'une transition dite collective n'induit pas nécessairement la rupture du contrat de travail du collaborateur. C'est la grande différence entre le congé de mobilité et les transitions collectives. Globalement, on est sur le même objectif, mais ça n'a pas du tout les mêmes effets sur le terrain juridique, puisqu'effectivement, le salarié, une fois qu'il a suivi sa formation, le cas échéant, soumis aux examens finaux qui lui permettent d'obtenir la certification professionnelle visée par la formation, puisqu'on est dans une logique de changement de métier, on est sur des formations certifiantes, et bien une fois qu'il aura obtenu sa certification, le salarié n'aura pas nécessairement l'obligation de quitter l'entreprise. Donc, il pourrait aussi décider de rester, même si ce n'est pas la logique, de rester chez son employeur. Alors, dispositif très spécifique qui appelle évidemment des ressources un peu inédites, là, c'est concrètement l'État qui a accepté de dégager des fonds provenant des ressources de l'État sur le FNE Formation pour financer à la fois les coûts pédagogiques et la rémunération du salarié pendant toute sa formation. On est sur des durées de formation relativement longues, puisque potentiellement, la formation va pouvoir durer jusqu'à 24 mois au maximum. Les transitions collectives, globalement, sont alignées sur les mêmes règles juridiques que les projets de transition professionnelle. Vous savez, les PTP sont la nouvelle dénomination du CIF, du congé individuel de formation, qui a été supprimé par la dernière réforme pour Avenir Professionnel. Globalement, fonctionnant sur les mêmes modalités, c'est à peu près les mêmes règles, notamment en termes de conditions d'ancienneté et de formation éligible pour pouvoir bénéficier d'un projet de transition professionnelle. Eh bien, on va appliquer les mêmes règles au PTP qu'aux actions de transition collective, notamment au regard de l'ancienneté requise pour permettre aux salariés de pouvoir solliciter ce type de formation. Donc, on est à peu près sur les mêmes règles que celles du projet de transition professionnelle, à la différence près que c'est un dispositif de formation qui n'est pas financé sur les contributions légales des entreprises via les AT-Pro, les associations Transition Pro, qui ont vocation à financer les PTP. C'est un dispositif tout à fait inédit qui est financé via les associations Transition Pro, mais sur les fonds de l'État, puisque c'est un budget propre qui est dégagé au niveau du FNE Formation. Alors, parmi les particularités quand même de ce nouveau dispositif transition collective, aujourd'hui à date, l'administration du travail exige que l'entreprise
d'accueil, l'entreprise employeur, et négocier un accord de type GEPC, pour pouvoir identifier les emplois fragilisés au niveau de l'entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir bien serrer les métiers en tension et les métiers en développement, avec une liste de métiers porteurs identifiés au niveau régional dans le bassin d'emploi, selon le maillage territorial, si j'ose dire, dans lequel se situe le salarié. Alors, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est un dispositif qui est encore très peu décollé aujourd'hui, et raison pour laquelle, à nouveau, à plus d'un an après le lancement de ce nouveau dispositif-là, eh bien, le ministère du Travail est sur le point de revisiter un peu ces conditions de mise en œuvre pour pouvoir les assouplir, les rendre plus souples et faire en sorte que les entreprises puissent plus facilement mobiliser les transitions collectives. Il est notamment question, je ne vais pas vous énumérer toutes les pistes d'assouplissement envisagées, mais il est notamment question de supprimer l'exigence d'un accord collectif négocié au niveau de l'entreprise pour les entreprises de moins de 300 salariés, ce qui serait évidemment un phénomène probablement d'accélération, en tout cas un phénomène d'assouplissement assez significatif pour les TPE, PME. Voilà. Sur ce dispositif-là, peut-être un mot sur le rôle de l'AFDAS en tant qu'OPCO sur ce dispositif-là. Aujourd'hui, le rôle de l'OPCO est un rôle de conseil et d'accompagnement des entreprises dans une perspective d'assouplissement des conditions de recours aux transitions collectives. Il est question que potentiellement les OPCO soient amenés à gérer davantage de transitions collectives, notamment lorsqu'elles seraient éventuellement mises en œuvre dans le cadre d'un accord dit de RCC, de rupture conventionnelle collective, mais voilà, ça c'est plus du teasing parce que c'est pas encore quelque chose qui est opérationnel. Quelques mots, Sabrina, si tu veux bien, sur justement l'accompagnement plus spécifiquement déployé par l'AFDAS dans le cadre de ce dispositif de transition collective. Donc, comme le précisait Sabrina à l'instant, l'OPCO est là pour accompagner l'entreprise dans cette phase, notamment de définition de ce qu'on appelle la liste des emplois fragilisés. Alors, qui est encore matérialisé par un accord GEPP pour toute catégorie d'entreprise ou de type GEPP pour toute catégorie d'entreprise. Même si on voit à terme une évolution sur ce sujet-là, il y aura quand même toujours cette question qui va se poser. Donc l'appui conseil RH, qu'on a appelé appui conseil RH Transco, donc spécifique aux transitions collectives, il se réalise en 4 grandes phases. Une première phase donc, avec un format d'une demi-journée où, pour faire simple, on fait un premier diagnostic de la situation, de l'entreprise, de son contexte. On revient sur les enjeux de Transco, les modalités d'accompagnement, etc. Et est-ce que tout ce dispositif il est adapté à la situation de l'entreprise et de ses salariés, ou tout au moins une partie de ses salariés. Une fois que cette phase de premier diagnostic est réalisée, on va aller plus loin. Et donc là, il y a 2 jours d'intervention. Donc c'est un consultant, l'entièreté de l'accompagnement appui-conseil Transco, c'est un consultant qui intervient auprès de l'entreprise et qui va donc aller plus loin dans la recherche d'informations, dans le diagnostic, et qui va, à la fin de ces 2 jours, élaborer avec évidemment le chef d'entreprise cette liste d'emplois fragilisés. Les emplois fragilisés étant pas forcément ceux qui sont menacés à très court terme, mais ceux qui potentiellement peuvent être menacés à court ou moyen terme, voire plus long terme, et sur lesquels, de ce fait, il y a lieu de se poser la question, les personnes qui exercent ces emplois fragilisés, est-ce qu'il faut leur proposer d'aller vers une autre orientation professionnelle, donc vers une mobilité professionnelle. Donc cette liste des emplois fragilisés, une fois qu'elle est élaborée, en fait, ça aide aussi les collaborateurs concernés à pouvoir se projeter et du coup à pouvoir, s'ils exercent un des emplois en question, à pouvoir mobiliser la T-Pro pour pouvoir déposer un dossier en bonne et due forme, un dossier de demande de formation. Concernant l'entreprise, l'appui conseil RH Transco, il n'est pas terminé. Ce n'est pas parce qu'on a fait la liste des emplois fragilisés qu'on est allé au bout de la démarche. La phase 3 d'accompagnement, c'est aussi de se tourner finalement l'entreprise. Supposons que la liste des emplois fragilisés identifie un certain nombre de collaborateurs qui exercent ces métiers, donc, et qui, du coup, sont amenés à quitter l'entreprise parce qu'ils s'engagent dans cette direction de transition collective.
forcément, c'est un certain nombre d'impacts pour les salariés qui restent dans l'entreprise, dans la nouvelle organisation, la nouvelle configuration d'une certaine manière d'entreprise. Il faut retravailler finalement ce sujet-là également. Et comment on fait la montée en compétences de collaborateurs qui vont rester dans l'entreprise et qui vont peut-être se voir confier une nouvelle mission, et donc, du coup, des actions de formation peut-être à mettre en œuvre, organiser le changement dans la globalité, et puis également, ce qui est une phase forcément complexe, c'est quelle communication je réalise au sein de mon entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les cabinets qu'on a sélectionnés pour mettre en place cet appui conseil Transco, on a vraiment fait attention, on a eu une attention toute particulière sur cette compétence, sur cette expérience qu'ils ont pu déployer précédemment dans d'autres circonstances, sur cette communication interne et ce dialogue social. Transco ne peut fonctionner que s'il y a un dialogue social suffisamment solide pour que cette réflexion, qui est à la fois collective et individuelle, puisse se faire de manière optimisée. Et au final, l'appui conseil RH Transco, il doit se terminer, on va dire de manière assez classique, par le suivi du plan d'action. Donc le cabinet, le consultant qui accompagne l'entreprise revient pour une durée d'une demi-journée, revient vers l'entreprise pour savoir comment les choses se déploient, se mettent en œuvre, et s'il y a besoin d'ajuster un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est en globalité, donc 5 jours d'accompagnement qui vous est proposé par l'AFDAS dans le cadre de cette démarche appui conseil Transco, et qui va du coup vous permettre de balayer l'ensemble des champs et de pouvoir mettre en œuvre réellement ce dispositif au sein de votre entreprise. Alors, sur les règles de financement de façon spécifique, on vous a rappelé là les conditions de prise en charge par l'État, à la fois du coût pédagogique et du maintien de la rémunération du salarié, parce qu'en réalité, on le sait, ce qui est problématique, si j'ose dire, ce qui coûte réellement sur des formations longues de reconversion, ce n'est pas tant le coût pédagogique, mais c'est surtout le maintien de salaire. Et donc, sur le FNE formation, donc l'État finance, vous le voyez, un pourcentage relativement important, puisqu'on a finalement une prise en charge à 100% à la fois des coûts pédagogiques et de la rémunération du salarié dans toutes les TPE-PME jusqu'à 299 salariés. Et puis après, vous le voyez, il y a un reste à charge de l'entreprise possible, qui est variable et qui effectivement est proportionnel en fonction de la taille des effectifs de l'entreprise. Pour des entreprises au-delà de 1000 salariés, le reste à charge de l'entreprise est plus important parce qu'on considère là que effectivement, le soutien de l'État doit être réduit. Et donc là, effectivement, le financement au titre du FNE formation est limité à 40% du coût global du dispositif transition collective. Dans tous les cas, c'est bien l'association paritaire AT-Pro, compétente dans la région concernée, qui a vocation à gérer, on va dire, la partie financière et donc la prise en charge de ces dispositifs-là. Alors, un autre dispositif, à l'initiative de l'employeur, vous voulez rajouter quelque chose, Yves, sur ce dispositif-là ? Juste peut-être une particularité sur Transco, je vais revenir en arrière un tout petit instant, mais qui a quand même son importance, c'est que le salarié ne mobilise pas ses droits au CPF dans le cadre de transition collective, contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure quand on va s'intéresser au PTP, projet de transition professionnelle, où là, la mobilisation du CPF se fait directement. C'est un élément qui n'est pas anodin sur la situation pour le salarié concerné. Du coup, je reviens sur la PROA et je te redonne la parole. Alors, la PROA, c'est le dernier dispositif, si j'ose dire, dans l'escarcelle des outils à l'initiative de l'employeur qui vise à reconvertir et à accompagner les reconversions professionnelles. Quand on propose une PROA aux salariés, on est dans cette logique de permettre aux salariés de pouvoir changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, raison pour laquelle, sous l'acronyme PROA, on vise bien la promotion ou la reconversion par la voie de l'alternance, d'où le A majuscule dans cet acronyme un peu barbare. C'est un dispositif qui est réservé à certaines catégories de salariés dans l'entreprise. Vous le voyez, on vous l'a résumé là sous la forme d'un petit tableau. Quand vous regardez les salariés éligibles, ce sont exclusivement les salariés en CDI,
Hormis le cas des sportifs et entraîneurs professionnels, les CDD sont exclus du dispositif de PROA. Ça, c'est important de le dire. On est vraiment sur une population de salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise sous le régime juridique du contrat à durée indéterminée. Autre et deuxième condition cumulative, s'agissant du niveau de qualification du salarié, la PROA est réservée à des salariés dont la qualification est inférieure au Bac+3. Ce sont des salariés qui ont un niveau Bac+2 au maximum, qui peuvent prétendre à un dispositif de PROA et donc suivre une formation de reconversion dans ce cadre-là. Les formations éligibles à la PROA sont-elles des formations qui préparent à l'obtention d'une certification professionnelle, et il faut que cette certification professionnelle figure sur la liste des certifications identifiées comme telles par la branche, par un accord de branche étendu. Donc, les conditions sont relativement strictes parce que concrètement, quand on est dans une entreprise, il faut d'abord et avant tout vérifier que l'entreprise relève bien d'une branche professionnelle qui a négocié un accord collectif de travail étendu par le ministère du Travail. Et alors, pourquoi cette condition relative à l'extension par le ministère du Travail, ce qui est assez inédit en formation professionnelle? Il y a très peu de dispositifs de formation, pour ne pas dire aucun, mis à part la PROA, soumis à la condition d'extension de l'accord collectif pour pouvoir être applicable, pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est assez rare. Et là, cette condition d'extension, elle s'explique parce qu'en fait, c'est au ministère du Travail qu'il appartient de vérifier que la liste des certifications qui figurent dans l'accord de branche répond bien à des critères de forte mutation d'activité ou de risque d'obsolescence des compétences. Et donc, c'est ce que s'attache à vérifier la DGT quand elle étend les accords collectifs de branche, c'est de s'assurer que la liste des certifications professionnelles identifiées par la branche répond bien à l'un et ou l'autre de ces deux critères. Si ce n'est pas le cas, la DGT émet des réserves ou des exclusions à l'accord, et ce qui effectivement empêche quelque part les entreprises et les salariés du champ de l'accord de pouvoir solliciter une PROA sur telle ou telle certification professionnelle. Donc, en pratique, il est essentiel d'aller vérifier quel est l'accord collectif de branche applicable et d'aller récupérer la liste des certifications reconnues comme éligibles selon effectivement les critères vérifiés par l'administration du travail. Un dernier point important, il y a un seul dispositif qui est éligible de droit à la PROA sans qu'il soit besoin de figurer sur un quelconque accord de branche, c'est le dispositif CLEA et CLEA numérique, qui sont des certifications professionnelles qui attestent d'un niveau minimum de compétences pour s'insérer dans le monde du travail, si je veux dire. C'est le dispositif CLEA, et puis son alter ego, si je veux dire, CLEA numérique, qui lui atteste des compétences minimales dans l'univers du digital, du numérique. Voilà. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont éligibles de droit à la PROA sans qu'il soit besoin de figurer dans un accord de branche. On a un formalisme un peu particulier sur la PROA, qui fait d'ailleurs que beaucoup d'entreprises ont regardé un peu cet objet-là mal identifié au moment de la réforme, parce que c'est un dispositif qui est relativement récent, qui date de la loi Avenir professionnel. Et contrairement à l'ancien dispositif qui s'appelait la période de professionnalisation, la PROA est beaucoup plus formaliste et soumise à des conditions qui vont assez loin, puisque lorsque l'entreprise propose une PROA à son collaborateur, eh bien, elle devra signer avec lui un avenant à son contrat de travail, et cet avenant devra être déposé auprès de l'AFDAS, au même titre d'ailleurs que lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Donc on est sur la même logique en termes de formalisme, l'avenant au contrat de travail ayant pour objet de préciser, définir à la fois l'objet et la durée de l'action de formation suivie dans le cadre de cette PROA. En termes de durée et de modalité de réalisation de la formation, on est sur les mêmes règles que celles qui sont applicables au contrat de professionnalisation, à savoir une alternance entre période de formation pratique dans l'entreprise et formation théorique en centre de formation, une durée de l'action comprise entre 6 et 12 mois, avec un allongement possible jusqu'à 24 mois ou 36 mois pour certains salariés. C'est globalement, je vous renvoie aux mêmes règles que celles qui sont applicables au contrat de pro. Et puis, une durée minimale de la partie formation théorique, qui est comprise entre 15 et 25% de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. On applique là, évidemment, les mêmes règles que celles du contrat de pro.
On doit avoir un tuteur qui doit avoir été préalablement désigné dans l'entreprise, le tuteur ayant pour objet d'accompagner effectivement le salarié en proa dans la mise en œuvre et le suivi de sa formation, puisqu'en plus on a une alternance entre période de formation pratique et théorique. Le tuteur est là pour s'assurer que le déroulement de sa formation se passe bien et n'altère pas, si j'ose dire, les conditions de travail du salarié qui est en CDI, donc qui continue d'exécuter par ailleurs, évidemment, et de tenir son poste. Et donc, effectivement, le rôle de tuteur, on le voit bien, est assez, en pratique assez déterminant. Les règles de prise en charge par l'OPCO. Le financement par l'OPCO se fait sur sa section financière alternance, donc dans la même section financière que les contrats de pro et les contrats d'apprentissage. La PROA est un dispositif réservé à des salariés en CDI, mais il est appréhendé avant tout comme un dispositif de formation en alternance. Et la prise en charge se fait selon des règles définies par accord de branche. À défaut d'accord de branche, on applique, l'OPCO doit appliquer un taux horaire de prise en charge sur base de ce fameux référentiel de 9,15 € de l'heure. C'est un peu la même règle que celle qui est applicable au contrat de professionnalisation. Lorsque le salarié suit sa formation dans le cadre d'une PROA, pendant son temps de travail, il a droit au maintien évidemment de sa rémunération puisqu'il suit sa formation au temps de travail. Et une partie de cette rémunération peut, le cas échéant, être financée par l'AFDAS dès lors que ce serait prévu par accord de branche. Et dans tous les cas, cette prise en charge sera limitée à hauteur du SMIC. Donc, c'est bien la prise en charge par l'AFDAS qui est limitée donc dans le remboursement, entre guillemets, que l'AFDAS peut faire auprès de l'entreprise employeur. En revanche, évidemment, le salarié, lui, continue à bénéficier de son maintien de salaire à taux plein. Si on regarde les accords de branche, puis on voit bien qu'autour du dispositif PROA, la notion d'accord de branche, c'est une notion essentielle. Donc, si on regarde les accords de branche qui sont, à l'heure qu'il est étendu dans le champ de la place, nous en avons 5. Celui dans la presse magazine, celui dans les espaces de loisirs, d'attraction et culturels, les organismes de tourisme, le golf et les télécommunications. Ça veut dire que dans ces 5 branches, nous pouvons, hormis Cléa, qui, comme le disait tout à l'heure Sabrina, peut se déployer, et ce, dans toute entreprise, quelle que soit la branche dans laquelle elle se trouve. Mais si on met de côté Cléa et Cléa numérique, ces 5 branches, on peut matériellement mettre en œuvre la PROA, le dispositif PROA. Pour votre information, il y a également un accord de branche qui est signé à l'heure où on se parle dans le champ du sport, mais il n'est pas encore étendu. Nous attendons l'extension dans quelques semaines. Donc, une fois que l'extension sera connue, la communication sera réalisée évidemment via notre site internet pour pouvoir permettre à chaque employeur finalement de disposer de l'information nécessaire. Un point important entre l'accord de branche tel qu'il est signé et l'accord de branche tel qu'il peut être étendu, tout à l'heure Sabrina l'a évoqué, l'accord de branche va lister un certain nombre de certifications qui ont été repérées par les partenaires sociaux comme entrant, selon eux, dans la logique du dispositif PROA. Il peut quand même y avoir un écart entre l'accord de branche tel qu'il est signé et donc la liste des certifications qui apparaissent dans cet accord de branche et l'accord de branche tel qu'il est étendu. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas simplement se référer à l'accord de branche tel qu'il est signé, mais bien finalement son extension. Parce que c'est bien son extension qui nous donne les règles du jeu et quelles certifications peuvent être visées. Dans ce cadre-là, et pour vous aider dans l'utilisation, on va dire, au quotidien de ce dispositif, les services de l'AFDAS ont établi un guide donc, qui s'appelle Les Essentiels et qui est sur la PROA et qui vous donne à la fois l'ensemble des éléments qui vous permettent tout simplement voilà, de voir comment la PROA peut se matérialiser dans l'entreprise et pour quels salariés, mais également qui vous donne tous les renvois, tous les liens utiles pour repérer les accords de branche tels qu'ils sont étendus à l'instant T. Donc, tout ce guide sera régulièrement revisité au fur et à mesure que nous aurons des accords de branche étendus dans le périmètre de l'AFDAS. Et puis également, vous avez accès à des liens qui vous renvoient vers les certifications visées dans le cadre de ces accords de branche étendus. C'est ce qui vous donne finalement l'ensemble des règles du jeu qui peuvent se matérialiser dans ce contexte-là.
Également, tout à l'heure, Sabrina évoquait les conditions de prise en charge telles que définies par défaut, hein, les 9,15 € de l'heure, la prise en charge potentielle de la rémunération. Donc là, vous aurez également, si l'accord de branche l'a prévu, l'information sur est-ce que la rémunération dans la limite du SMIC peut être assurée par l'OPCO et dans quelle limite financière ça peut être défini, pris en charge par l'OPCO. Et puis, les coûts pédagogiques également, soit ont été définis par accord de branche, soit par défaut, ce seront les 9,15 € qui ont été évoqués tout à l'heure qui s'appliqueront. Également, le conseil d'administration de l'OPCO peut définir de règles supérieures à ces 9,15 €, après dans certaines limites financières bien évidemment, mais l'OPCO peut également définir un niveau d'intervention. Donc en gros, c'est d'abord la branche qui définit ces modalités-là, puis le conseil d'administration de l'OPCO peut définir des modalités si elles n'ont pas été déployées, prévues par l'accord de branche. In fine, si on se retrouve dans une situation où ni l'un ni l'autre ne s'applique, on aura à minima les 9,15 € qui sont prévus, vraiment par défaut, si aucune des deux situations préalables n'a été définie. Donc, ce dispositif PROA, vous avez un certain nombre d'interrogations, vous y trouvez les réponses dans ce livre, Les Essentiels, qui va vraiment vous aider à vous familiariser avec ce dispositif. Comme l'évoque Sabrina, c'est encore quelque chose qui est naissant, qui est balbutiant, puisqu'il a fallu toute cette négociation au sein des branches professionnelles pour définir ces listes de certification, puis le délai utile pour la Direction générale du travail pour examiner les projets, les accords tels qu'ils lui sont présentés par les branches, et in fine, pour en définir l'extension des certifications qu'elle retient comme éligibles à ce dispositif. Donc tout ce travail-là a pris un certain temps, et c'est pour ça que nous sommes finalement réellement aujourd'hui au démarrage de ce dispositif. Oui, sachant que je rajouterais, sans être trop polémique, qu'il faut peut-être aussi se dire qu'à l'origine, quand la PROA a été créée par la loi Avenir professionnel, il a été quand même un peu appréhendé par les pouvoirs publics comme devant être un peu le parent pauvre de la réforme, et le gouvernement ne cherchait pas forcément à mettre la PROA en avant. C'était avant tout et surtout l'apprentissage, encore l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Évidemment, le CPF aussi dans un autre registre, mais très clairement, le dispositif de PROA devait potentiellement rester un dispositif très subsidiaire que les OPCO ne devaient pas mobiliser en priorité. Raison aussi pour laquelle, dès le départ, la PROA a été conçue comme un dispositif complexe à mettre en œuvre, soumis à des conditions particulièrement restrictives pour certaines catégories de salariés, certaines catégories d'entreprises, parce que d'ailleurs toutes les entreprises en France ne relèvent pas d'une branche professionnelle, donc ça c'est un sujet pour elles, parce que de fait elles ne sont pas éligibles à la PROA. Donc on le voit bien, c'est un dispositif qui a été, je ne veux pas dire mal pensé, mais enfin qui a été conçu pour faire en sorte qu'il ne soit pas, dès le départ, facilement mobilisable. Et puis évidemment, chemin faisant, eh bien, cette réforme, elle a été un peu prise en étau par la vie et le cycle de vie qui fait qu'on a quand même tous vécu une crise sanitaire tout à fait évidemment extraordinaire, exorbitant du droit commun, comme on dit les juristes. Et dans ces conditions-là, finalement, eh bien, à plus d'1 an et demi après la crise sanitaire, finalement, l'État, je ne peux pas dire fait machine arrière, mais enfin, essaye de revoir les leviers qui permettent de réactiver ces dispositifs de reconversion professionnelle, raison pour laquelle désormais les accords de branche sont très clairement étendus, je ne vais pas dire de façon massive, mais enfin très clairement, il y a un phénomène d'accélération côté ministère du Travail sur les processus d'extension des accords de branche, et l'État actuellement réfléchit à ouvrir, là encore, les leviers de financement en envisageant notamment de redéfinir des conditions plus favorables de prise en charge des formations dans le cadre du FNE formation, en faveur notamment de la PROA. Voilà. On attend notamment un certain nombre de précisions sur ce sujet-là dans le cadre du plan de relance qui permettront d'avoir des actions de formation PROA financées à des niveaux assez intéressants. Exactement. Là, on est un peu en anticipation de ce qui va se passer très prochainement. Là, on a fait le tour, on va dire,
cette première partie, qui sont les dispositifs à l'initiative de l'employeur. Nous allons pouvoir aborder les dispositifs qui sont sur initiative du salarié, même si on le voit bien, quand on parle d'initiative de l'employeur, le salarié n'est pas complètement absent, évidemment, de la démarche, et réciproquement, quand on va parler de dispositifs à l'initiative du salarié, l'employeur n'est pas non plus très loin. Du coup, Sabrina, je te propose, voilà, on va embrayer vers le conseil en évolution professionnelle, et je te redonne la parole. Oui, tout à fait. Alors, le CEP n'est évidemment pas un dispositif de formation en soi. C'est une prestation qui se situe en amont et qui vise à accompagner le salarié, réfléchir avec lui sur ses perspectives d'évolution professionnelle et voir comment il peut sécuriser son parcours, mobiliser les différents dispositifs d'accès à la formation qui existent, qui s'offrent à lui, voir quels sont les leviers de financement possibles et potentiellement envisager effectivement, soit dans l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise, une évolution de carrière, le cas échéant, au moyen d'actions de formation. Le CEP a été créé en même temps que le CPF. Ça, c'est important de le positionner de cette façon-là parce que c'est vraiment un outil qui a été vraiment conçu de façon très articulée au compte personnel de formation, puisqu'à l'époque, effectivement, quand le CPF a été conçu en relais de l'ancien DIF, on s'imaginait bien que ça allait être compliqué pour un certain nombre de salariés de pouvoir mobiliser tout seul le CPF et donc quelque part de s'auto-prescrire de la formation. Donc l'idée était de pouvoir concevoir, à côté de cet outil éminemment individuel qu'est le CPF, une aide en termes d'orientation professionnelle qui est donc s'est incarnée au travers de ce conseil en évolution professionnelle qui relève du service public régional de l'orientation, le SPRO, un service gratuit, accessible à l'ensemble des actifs et donc notamment aux salariés, mais pas que les salariés, mais en tout cas notamment aux salariés de droit privé, et donc qui a cette mission impérieuse d'accompagner et d'aider le salarié dans ses choix d'orientation possibles. Donc, le contenu du conseil en évolution professionnelle a été un petit peu revisité par la dernière réforme. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais à date, on a désormais un conseil en évolution professionnelle qui se structure de la façon suivante. Il y a 2 niveaux de conseil. Un premier niveau qui se traduit par un accueil individualisé et adapté évidemment aux besoins de la personne. Et puis après, un deuxième niveau un peu plus poussé où là, on va aller jusqu'à un accompagnement personnalisé qui d'ailleurs se rapproche assez singulièrement des bilans de compétences parfois. Et l'idée étant vraiment d'avoir, on va dire, un accompagnement clé en main et très individualisé pour permettre à la personne de pouvoir potentiellement faire les bons choix, notamment en termes à la fois d'orientation, mais aussi de choix de formation professionnelle. Voilà, alors c'est un service qui est gratuit et qui est totalement facultatif. Le seul moment de vie dans la carrière d'un salarié où le CEP est obligatoire, c'est un moment très particulier où le salarié est démissionnaire. Et lorsqu'il est démissionnaire et qu'il souhaite prétendre effectivement à l'ARE, aux allocations de Pôle emploi, de l'assurance chômage, eh bien, il devra, avant de démissionner, solliciter un conseil en évolution professionnelle. Mais mis à part ce cas très particulier, le CEP est tout à fait facultatif. Et on a des opérateurs de CEP qui sont précisément identifiés. Donc pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap emploi et les missions locales qui sont en charge de ce service-là. Pour les salariés cadres, c'est la PEC qui exerce cette fonction de conseil. Et pour les salariés non cadres, eh bien, c'est un opérateur régional qui a été choisi à l'issue d'ailleurs d'un appel d'offres qui a été diligenté sous l'égide de France Compétences, et on a désormais un opérateur régional identifié dans chaque région. Donc on vous les a cités là par région. Donc en Île-de-France, et notamment le CEP dédié en Île-de-France s'appelle Tingari. Voilà. Donc vous avez un prestataire dédié dans chaque région qui est précisément identifié. Peut-être juste une précision complémentaire par rapport à ces opérateurs régionaux. Ils interviennent rarement seuls, et donc derrière, si on prend le cas de Tingari en Île-de-France, il fédère autour de lui aussi d'autres prestataires, et c'est Tingari qui est bien l'organisme chapeau et responsable du déploiement en Île-de-France pour les salariés non cadres. Donc c'est vers lui finalement que tout le monde se tourne, et après en fonction de la localisation précise du salarié, peut-être qu'il il fera déployer la prestation
par un autre prestataire qui sera quand même toujours sous son égide d'une certaine manière. Je vous propose peut-être de passer à un autre dispositif, alors lui qui est assez spécifique et qui est même complètement spécifique à l'AFDAS, puisque c'est un dispositif qui a été créé par l'AFDAS et un certain nombre de branches professionnelles. C'est ce qu'on appelle l'appui conseil carrière. Donc, à ce jour, les partenaires sociaux du sport, de la publicité, des parcs de loisirs, également la presse écrite pour les pigistes, et puis plus récemment le champ du spectacle vivant, ont décidé de mettre sur pied, sur fonds conventionnels, hein, donc c'est financé grâce aux contributions conventionnelles qui existent dans les branches en question, et de financer une prestation d'accompagnement et une prestation adaptée aux conditions d'exercice de ces professionnels. On le voit tout à l'heure, le CEP est un dispositif de droit commun qui est financé par France Compétences et qui se veut généraliste. Et finalement, les partenaires sociaux de ces branches-là ont souhaité finalement une prestation plus proche de la situation des salariés qui y travaillent, de leur situation professionnelle d'emploi concrètement, et ont souhaité du coup mettre sur pied une prestation particulière. Donc il y a à la fois le profil des salariés concernés, donc les sportifs et entraîneurs pro dans le champ du sport, l'ensemble des salariés de la pub pour le champ de la publicité, les salariés, y compris les saisonniers pour les parcs de loisirs, les pigistes de presse écrite et des agences de presse, et on l'a noté dans le document, mais ce ne sera actif qu'au 1er janvier 2022, les salariés permanents du spectacle vivant pour également bénéficier de cette prestation. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il? La prestation en tant que telle, elle se veut autour de plusieurs axes, soit déployée de manière individualisée, soit de manière collective, soit également en autonomie. Et en fait, c'est bien l'ensemble de ces prestations qui permet d'accompagner le collaborateur, le salarié, au plus près de son besoin d'accompagnement. À savoir, donc, un conseiller, un consultant qui va faire un travail de manière individualisée avec la personne concernée, mais qui va également lui conseiller, va également lui proposer de participer à des ateliers collectifs en groupe plus ou moins importants suivant la thématique. En règle générale, les ateliers se constituent de 4 à 6 personnes et où un travail va être mené sur une thématique en particulier qui peut être changer de métier. Finalement, quand on parle de changer de métier, concrètement, comment on s'y prend, c'est quoi les impacts sur sa vie professionnelle, bien évidemment, mais également sur sa vie personnelle et sur son entourage. Et donc, c'est des ateliers qui sont animés par des experts et qui viennent travailler cette thématique-là et qui viennent ouvrir la réflexion sur ce sujet-là. On a mis également en accès, donc pour les personnes qui font partie de cet accompagnement, un certain nombre de ressources, donc soit des ressources tout simplement pour alimenter la réflexion sur ces sujets de mobilité professionnelle, mais également des ressources, et là on s'appuie sur les travaux des observatoires, sur les études qui sont menées sur l'évolution des métiers, des emplois, des compétences. Et donc demain, je souhaite évoluer dans tel ou tel secteur. Comment je peux évoluer? Quel métier il peut m'être proposé? Quelle rémunération? Quelle situation? Quel statut? Quel type d'entreprise vont être amenées à recruter sur ce type de métier? Donc c'est l'ensemble des ressources qui sont à disposition des personnes qui sont accompagnées dans ce cadre-là. Donc on est bien sur un accompagnement, on va dire, à 360 degrés entre l'individuel, du collectif et en autonomie. Ce service, donc, il est déployé par l'AFDAS pour les salariés tels qu'ils ont été présentés tout à l'heure. D'autres branches professionnelles, pour votre information, réfléchissent sur le sujet et peut-être que ce sera étendu à d'autres catégories de salariés ultérieurement. Un numéro de téléphone si vous souhaitez en savoir plus, c'est le 01 44 78 34 58, et également notre site internet qui en fait va plus loin dans la présentation de ce dispositif et qui permet aux salariés concernés de pouvoir entrer en contact
avec un consultant ou un conseiller et d'engager la démarche. Alors, sur le sujet du dispositif de formation à la main du salarié, évidemment, figure au premier rang, évidemment, le CPF, le compte personnel de formation, que vous avez là à l'écran. Alors, le CPF, rapidement, c'est quoi? C'est désormais un dispositif individuel, inaliénable et universel qui est attaché à la personne du salarié, qui est attaché à la personne du salarié tout au long de sa vie professionnelle, de sa carrière professionnelle. C'est un droit qui est ouvert quand on rentre dans la vie professionnelle et on ferme le CPF et on liquide les droits CPF au moment du décès de la personne. Donc, c'est vous dire à quel point c'est vraiment quelque part un attribut quasiment patrimonial de la personne. Il est alimenté selon les règles suivantes, à hauteur de 500 € par an lorsqu'on met en temps de travail effectif à temps plein, ou lorsque l'on travaille au moins à hauteur de 50% de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année. Si on travaille moins que 50% de cette durée-là, eh bien, le compteur CPF est proratisé en fonction de cette durée effective de travail. Et on a une limite, donc un plafond qui est fixé, qui est acquis au terme de 10 ans pour quelqu'un qui travaille au moins à 50% de sa durée de travail, à hauteur de 5 000 €. Voilà. 5 000 € acquis au bout de 10 ans à peu près pour quelqu'un qui est notamment à temps plein. On a une alimentation différenciée qui est plus favorable pour un certain nombre de salariés, notamment les salariés qui sont peu qualifiés, qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau 3, au moins. Et pour cela, eh bien, l'alimentation se fait à hauteur de 800 € par an, dans la limite d'un plafond, là aussi, de 8 000 €, qui peut donc être atteint au bout de 10 ans pour un salarié peu qualifié, là encore, qui travaille au moins 50% de la durée du travail. On a des mécanismes d'abondement qui sont possibles. L'abondement, c'est quoi? C'est le fait de compléter le financement du CPF dès lors que les crédits d'euros qui figurent sur le compte CPF de l'individu, de la personne, n'est pas suffisant pour financer le coût d'une formation. Donc, le mécanisme dit d'abondement peut se faire d'abord par le titulaire du compte lui-même, donc concrètement sur le site internet ou sur l'application mobile du CPF qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez un terminal de paiement qui permet aux salariés de pouvoir, avec un système de paiement en ligne, donc avec sa carte bleue, de pouvoir régler le complément qui lui permet donc de s'inscrire et de valider son inscription en formation et de régler donc le coût total de sa formation. On a des mécanismes d'abondement qui sont possibles par l'employeur. Donc, si l'employeur accepte d'abonder, eh bien, c'est lui qui va pouvoir payer cette part complémentaire, si j'ose dire. Alors, ça peut se faire de deux façons. Soit c'est une règle d'abondement qui est définie dans le cadre d'un accord collectif, auquel cas on peut prévoir des mécanismes d'abondement supplémentaires, notamment pour certaines catégories de salariés ou pour certaines typologies de formation, auquel cas c'est la règle qui a vocation à s'appliquer pour tous les salariés concernés selon les règles définies dans l'accord collectif. Ou ça peut être un mécanisme d'abondement d'une dotation volontaire, entre guillemets one shot, de manière ponctuelle, et auquel cas l'employeur n'a pas besoin d'accord collectif pour prévoir cette règle-là, et c'est une dotation volontaire qui va se faire pour tel ou tel salarié dans un contexte bien spécifique, et auquel cas l'employeur a évidemment la possibilité de pouvoir accepter ce mécanisme d'abondement. On a d'autres financeurs qui peuvent également abonder et donc financer la part manquante de ces formations, notamment les financeurs publics que sont à la fois Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. L'État, c'est le sujet quand même du moment dans le cadre du plan de relance où l'État effectivement a dégagé des fonds complémentaires pour abonder à certaines conditions le CPF de certains salariés. Et les régions également, les conseils régionaux ont vocation à financer des abondements complémentaires. Vis-à-vis de l'organisme de formation, le financeur unique reste et demeure la Caisse des dépôts et consignations, puisque c'est elle par qui tout transite. C'est via cette plateforme que les financements se font. Un temps d'arrêt quand même sur les formations éligibles au CPF qu'on vous a récapitulé là sous la forme de ce petit tableau. Alors, par définition, les formations éligibles au CPF sont des formations dites certifiantes, c'est-à-dire, colonne de gauche, des formations qui préparent à l'obtention de certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou enregistrées au répertoire dit spécifique. Voilà, donc l'un des deux répertoires nationaux qui existent, qui sont tous les deux d'ailleurs gérés par France Compétences.
Ça peut être aussi ce qu'on appelle des CPF partiels, c'est-à-dire des certifications partielles, le fait de s'inscrire dans une formation qui permet d'obtenir un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification inscrite au RNCP. Donc, ça permet en fait potentiellement via le CPF de suivre une formation, pas sur la durée totale du parcours de formation qui permet d'obtenir l'intégralité de la certification, mais de valider seulement certains blocs de compétences, voire un seul bloc de compétences, dès lors que ce bloc de compétences fait lui-même partie d'un référentiel de certification inscrit au RNCP, voire au répertoire spécifique. Donc la condition sine qua non dans cet univers-là, c'est d'être sur des logiques évidemment certifiantes de formation qui préparent à des certifications ou des blocs de compétences eux-mêmes intégrés dans des certifications professionnelles qui sont enregistrés à l'un des répertoires nationaux. On a d'autres actions qui sont éligibles au CPF, qui ne sont pas nécessairement certifiantes à proprement parler, ou qui ne sont pas des actions de formation à proprement parler. Alors, je veux parler évidemment d'abord de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Par définition, la VAE, c'est un dispositif alternatif à une formation, parce qu'évidemment, je ne suis pas en formation, mais justement, parce que j'ai acquis une certaine expérience professionnelle, je vais passer devant un jury pour valider mes acquis et obtenir la certification elle-même inscrite au RNCP. Donc, les validations d'acquis de l'expérience sont éligibles au CPF et donc peuvent être financées dans le cadre du CPF. Autre dispositif alternatif, si j'ose dire, qui n'est pas du tout une action de formation, mais qui relève du champ de la formation professionnelle, ce sont les bilans de compétences. Eh bien, les bilans de compétences sont désormais, depuis la dernière réforme, éligibles eux aussi au CPF sans autre condition. Trois autres spécificités, les actions qui préparent au permis de conduire, qui sont éligibles au CPF dès lors qu'ils participent d'un projet professionnel ou qu'ils permettent de sécuriser le parcours professionnel de la personne, des actions d'accompagnement et de conseil pour la création ou la reprise d'entreprise. Ces actions de formation-là, même si elles ne sont pas certifiantes, c'est-à-dire même si elles ne préparent pas une certification inscrite au RNCP, parce que ce sont des formations qui aident les individus à créer ou reprendre une entreprise, elles sont de fait éligibles au CPF. Et puis enfin, dernière catégorie de formation éligibles au CPF, même si elles ne sont pas nécessairement certifiantes, ce sont celles qui permettent aux bénévoles et aux volontaires du service civique de pouvoir acquérir des compétences et des appétences nécessaires à l'exercice de leur mission bénévole, voilà, qui sont elles aussi éligibles à certaines conditions au CPF. Donc vous le voyez, on est dans un univers quand même assez spécifique où, contrairement à l'ancien DIF, toutes les formations n'ont pas vocation à être éligibles au CPF. La chose est quand même assez encadrée. Sur les règles de mobilisation du CPF, tout transite par la plateforme gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Mon compte formation, on a à la fois un site internet et une application accessible sur vos smartphones qui est effectivement assez intuitive d'ailleurs, hein, et qui permet à la fois de consulter le crédit d'euros disponible dont le titulaire du CPF peut se prévaloir, mais aussi et surtout permettre aux salariés de pouvoir consulter les formations éligibles au CPF et surtout de pouvoir s'inscrire en ligne. Donc, on a vraiment un parcours d'achat maintenant qui se fait avec une totale désintermédiation des parties prenantes traditionnelles, si je veux dire. C'est ni l'OPCO ni l'employeur qui ont vocation à se substituer aux salariés dans ce parcours, entre guillemets, achat qui peut se faire, enfin, qui a vocation à se faire de façon totalement dématérialisée et surtout désintermédiée. Voilà. C'est la CDC, je vous le disais, qui effectivement fixe par des conditions générales et particulières de financement les règles du jeu. Quand on mobilise son CPF pour suivre une formation, il n'y a pas de convention de formation d'ailleurs entre l'organisme de formation et le client final, si j'ose dire, c'est d'ailleurs le stagiaire. Donc on est sur un processus achat qui est totalement, on va dire, géré et supervisé par la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, et c'est elle qui a vocation à régler directement l'organisme de formation via la plateforme. Les abondements donc transitent aussi d'ailleurs par la plateforme, hein, de la même façon que les crédits d'euros sont évidemment débités, si j'ose dire, décomptés directement en ligne. Dernier point sur les conditions de départ en formation, de façon très succincte, le CPF, c'est un droit inaliénable
dès lors qu'il est mobilisé en dehors du temps de travail. Le salarié n'a pas besoin de solliciter l'accord préalable de son employeur. J'ai même envie de vous dire qu'il n'a même pas besoin d'informer de façon préalable son employeur. Ce n'est qu'à partir du moment où le salarié mobilise son CPF en dehors du temps de travail et qu'il sollicite un financement complémentaire de l'employeur qu'il va forcément être amené à devoir en parler à son employeur. Mais on n'a pas besoin d'obtenir l'accord de son employeur pour s'inscrire dans une formation via le CPF en dehors du temps de travail du salarié. En dehors du temps de travail, c'est quoi? C'est concrètement quand je ne suis pas sous la suggestion permanente de mon employeur, c'est-à-dire quand je suis en congé, quand je suis le week-end, mes jours fériés, etc. etc. Concrètement, cette notion de hors temps de travail, évidemment, à géométrie relativement variable en fonction des conditions d'embauche effective du salarié, en fonction des typologies de type de contrat de travail que le salarié est amené à avoir signé avec son employeur. Lorsque le CPF est mobilisé en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit, dans cette situation-là, recueillir l'accord préalable de son entreprise, qui devra donc lui délivrer une autorisation d'absence. Dans ce cadre-là, c'est un peu comme dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il faut solliciter quand même l'accord de l'employeur suffisamment avant, en amont de démarrage de la formation. Vous le voyez, c'est quand même au moins 60 ou 120 jours avant le démarrage de la formation, selon que la formation dure plus ou moins de 6 mois. Donc, vous le voyez, c'est évidemment pas la veille pour le lendemain qu'il faut recueillir. Vous pouvez valablement recueillir l'accord de l'entreprise pour partir en formation, dès lors que cette formation se suivrait pendant le temps de travail. Voilà, côté entreprise, attention à correctement traiter les demandes de départ en CPF pendant le temps de travail, puisque l'absence de réponse de l'entreprise vaut acceptation. Donc, évidemment, les employeurs là, ne doivent pas se louper et veiller à traiter en temps utile, dans un délai de 30 jours maximum, les demandes de CPF qui leur seraient formulées par leurs salariés. Voilà sur le sujet du CPF, on va dire les principales règles qui sont applicables concrètement depuis la loi de 2014 et qui ont été réaffinées par la loi de 2018. Les vraies nouveautés autour du CPF portent beaucoup sur des règles assez précises sur les conditions d'inscription en ligne, des conditions de règlement dans les conditions générales et particulières de financement qui sont définies par la Caisse des dépôts et consignations. Et en effet, comme tu l'évoquais tout à l'heure, l'idée étant d'avoir un accès le plus direct entre le titulaire du compte CPF et le marché de la formation. Et l'application qui existe sur smartphone vise justement à avoir cette gestion en direct, sans qu'il y ait d'intermédiaires, quel qu'il soit employeur, organismes divers et variés. C'est bien une liaison en direct qui s'opère aujourd'hui. On va se parler du projet de transition professionnelle, qui est un peu dans la continuité du CPF. Alors, le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui a été lui aussi mis en œuvre dans le cadre de la loi Avenir, qui s'est déployée à partir de 2019. Il remplace le congé individuel de formation, qui a existé pendant presque une quarantaine d'années et qui était bien inscrit dans le paysage des questions d'emploi et de formation. Donc, le projet de transition professionnelle, il a le même objectif, c'est-à-dire il vise à changer de métier ou à changer de profession. Là où les choses se précisent et sont différentes de ce qu'on a connu dans le cadre du CIF, c'est que la notion de changer de métier, changer de profession, elle est plus explicite et plus clairement définie, à savoir, on s'oriente dans une logique de code ROM, et donc la personne qui souhaite mobiliser un projet de transition professionnelle par rapport au métier qu'elle exerce aujourd'hui, la profession qu'elle exerce aujourd'hui, l'objectif de son PTP doit être d'aboutir à un nouveau métier qui est répertorié sous un autre code ROM que celui qu'elle exerce aujourd'hui. Si donc on est dans un changement, on va dire, plus léger, et on aurait finalement une relative continuité entre le métier exercé aujourd'hui et l'ambition de celui de demain, eh ben, ça ne serait tout simplement pas éligible au PTP. Là, il faut bien qu'il y ait une rupture marquée entre la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et la situation qui est envisagée par le demandeur.
On est là aussi sur l'objectif de formation, on est sur quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on a connu dans le cadre du CIF, à savoir une formation forcément certifiante. Là où dans le cadre du congédial de formation, on pouvait s'orienter vers des formations certifiantes ou tout simplement qualifiantes, là nous sommes nécessairement dans une logique de formation certifiante. Ça sous-entend donc une inscription du diplôme du titre au RNCP, au répertoire spécifique. Du coup, je ne reviens pas dessus puisque Sabrina, tu as un peu évoqué cette notion tout à l'heure quand on parlait du CPF. Ça peut être également tout ou partie d'un titre ou d'un diplôme enregistré au RNCP via la question des blocs de compétences. En tout état de cause, qu'on soit sur une visée en totalité sur un diplôme ou partiellement sur un diplôme, nous sommes bien dans une logique d'aboutir à une formation certifiante. Ces éléments-là, formation certifiante et changement de métier ou changement de profession, sont les conditions sine qua non sans lesquelles, en fait, on ne peut déjà pas mobiliser le PTP. C'est les conditions d'entrée dans le dispositif. En termes de conditions d'accès à ce moment-là, en fait, ce sont, pour faire simple, celles qu'on connaissait précédemment dans le cadre du congédial de formation. Il n'y a pas eu d'évolution sur ce sujet-là. Donc, pour les personnes qui sont en CDI, c'est 24 mois d'activité professionnelle, dont 12 mois dans l'entreprise où la personne se situe aujourd'hui. Ça, c'est le minimum des conditions à pouvoir présenter. Si la personne est en contrat à durée déterminée au moment où elle dépose son dossier, en fait, on va aller rechercher d'autres conditions d'ancienneté, toujours 24 mois d'activité, et cette fois-ci sur une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans, donc sur les 5 dernières années. Et sur les 12 derniers mois, on va aller regarder si la personne a réuni 4 mois d'activité en CDD, que ce soit 4 mois en consécutif ou pas forcément consécutivement sur les 12 derniers mois. Donc, c'est bien pour les CDD une double condition, 24 mois sur 5 dernières années, plus, et là, quelle que soit la nature du contrat, plus sous CDD, 4 mois d'activité sous CDD au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est les conditions d'ancienneté pour pouvoir solliciter un PTP. Alors, il y a une question de délai de carence, mais je pense qu'on n'en est pas encore là pour l'essentiel des salariés. Le délai de carence, pour information, c'est juste entre deux financements de PTP, il y a une durée d'attente à respecter. Et cette durée d'attente, en fait, elle va correspondre à 10 fois la durée en mois du projet de formation tel qu'il a été financé en premier lieu. Et ce délai de carence, je pense qu'on n'en est pas encore là, c'est plus pour simple information. Si on reprend un peu le cheminement du PTP, comment cela fonctionne? Tout d'abord, le demandeur identifie le projet de formation et il peut se faire accompagner dans ce cadre-là, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. On l'évoquait tout à l'heure, c'était Sabrina qui l'évoquait tout à l'heure. C'est une démarche facultative et il peut se faire accompagner s'il le souhaite dans ce cadre-là. Il doit faire un positionnement auprès de l'organisme de formation, donc tout simplement définir si, d'une part, il remplit les prérequis nécessaires au bon déroulement de la formation, et le positionnement, il a aussi pour objectif, finalement, d'adapter, de personnaliser, dans la mesure du possible, le parcours de formation. On va dire, si telle personne, elle a pu soit valoriser une précédente certification professionnelle, ou dans le cadre de son activité, on peut finalement identifier des compétences qui sont visées dans la certification, mais que la personne elle a déjà en entrée. Finalement, on va personnaliser le parcours et l'enjeu du positionnement se situe à ce niveau-là. Une fois que la personne a construit le projet, qu'elle est positionnée par l'organisme de formation et donc elle a son parcours personnalisé, il faut solliciter l'employeur pour bénéficier de ce congé. Et là aussi, il y a des délais à respecter. Ce sont les mêmes que ceux qui étaient évoqués tout à l'heure par Sabrina dans le cadre du CPF. Donc, c'est 60 ou 120 jours avant le début de la formation, suivant que la formation ait une durée plus ou moins supérieure à 6 mois. Et dans le même cadre que ce qui était vu tout à l'heure par le CPF, l'employeur se doit de répondre au salarié. Il a un délai de 30 jours pour répondre à la demande de son salarié. À défaut de réponse, c'est un accord tacite qui donc se met en place. Une fois qu'on a passé ces étapes-là,
le salarié se tourne vers l'association de transition pro de sa région en fonction de son domicile et il va donc déposer son dossier qui sera ensuite présenté devant une commission paritaire et qui décidera ou non du financement du projet de transition professionnelle. La décision sera prise en fonction d'un certain nombre de critères, donc notamment l'ancienneté professionnelle dans l'absolu, le niveau de qualification de la personne, la situation de la personne au regard de la formation tout simplement, et ça va être également par rapport au projet qui est présenté, sa cohérence, la pertinence du projet, les besoins aussi en termes d'emploi qui ont pu être repérés sur la certification visée par le projet de PTP. Et donc, au final, est-ce que la personne, elle a, au regard de ce qu'elle présente, est-ce qu'elle a de bonnes chances de traduire son projet de mobilité professionnelle, de le traduire dans les faits, et parce qu'elle va trouver un emploi en lien avec le parcours de formation qu'elle vient présenter à cette commission. ATPro, donc une fois que la commission s'est prononcée, va annoncer aux demandeurs finalement le résultat. Est-ce que le projet est financé ou ne l'est pas? Et s'il l'est, on entame la démarche de PTP en tant que tel. Le projet de transition professionnelle, qu'est-ce qui est financé in fine par l'association ATPro? Ce qui est financé d'abord les frais pédagogiques ou les frais de validation des compétences si on est dans cette démarche. S'il y a des frais annexes à engager, notamment parce que le lieu de formation est éloigné du lieu d'habitation du demandeur, donc auquel cas il y aurait des frais de type transport, repas, double hébergement, etc. Donc les frais annexes font partie des dépenses qui peuvent être valorisées et sur lesquelles ATPro se prononcera si le dossier est accepté en commission. Il y a également la possibilité de mobiliser un financement pour la rémunération, puisque le temps où la personne est en formation, son contrat est tout simplement mis en suspens et la personne continue de percevoir sa rémunération, simplement elle est dans un cadre particulier. Le maintien de la rémunération, il se fait sur le salaire moyen de référence, donc ce qui va être recherché, c'est les 12 derniers mois d'activité, donc en CDI ou si on est en CDD, les 4 mois qui ont servi notamment à justifier de l'ancienneté nécessaire. Et donc, pour quelqu'un qui est sur la base d'un SMIC ou jusqu'à 2 fois le SMIC, c'est le maintien de sa rémunération. Et après, il y a un phénomène dégressif au-delà de 2 fois le SMIC et on va avoir donc une quote-part qui ne sera pas assurée en termes de rémunération. Un élément important dans le cadre du PTP, c'est que ATPro va d'abord aller puiser les droits du CPF du salarié, et donc en premier lieu, ça va être la source de financement de ce parcours de formation. Contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure autour des transitions collectives, ce qu'on évoquait au début de cette intervention, les transitions collectives où là il n'y a pas de mobilisation du droit du salarié au titre de son CPF, dans le cadre du PTP, le CPF est bien mobilisé en premier lieu. ATPro apporte un complément de financement. Il peut aussi solliciter, si jamais le financement n'est pas total sur le projet, il peut solliciter également d'autres financeurs. Ces autres financeurs pourront être l'employeur en premier lieu, l'OPCO, la région, Pôle emploi, et évidemment, in fine, le demandeur lui-même, le salarié. Donc tout ça, ça permet après d'avoir en fait un financement au global du projet de transition professionnelle. Un des éléments importants, tout à l'heure, on s'est dit, c'est la continuité du CIF et en même temps, c'est un peu différent. C'est un peu différent, on l'a vu sur les conditions en termes de typologie de formation, certification, changement de métier ou de profession qui est plus nettement exprimé que ce qui existait avant. Mais également, le financement, il est limité pour chaque commission paritaire. Et donc, l'acceptation du dossier est bien au regard des capacités financières qu'a l'ATPro dans chaque région. Et forcément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les dossiers qui sont présentés à quelque ATPro que ce soit, dans quelque région que ce soit, malgré qu'on remplisse les conditions et de formation et les conditions d'accès, ça n'a pas un caractère automatique de financement. Donc la commission se prononce
Et ça veut dire que le salarié devra être le plus convaincant possible sur la pertinence de son projet et sa possible traduction dans les faits pour qu'il puisse avoir le maximum de chances d'avoir le financement recherché. Il nous reste un dispositif à voir ensemble, le bilan de compétences. Je te redonne la main, Sabrina. Oui, tout à fait, pour terminer sur ce dernier dispositif-là. Alors, le bilan de compétences, c'est un dispositif qui n'est pas nouveau, qui a été légèrement adapté sur ses conditions de financement, je dirais, mais il n'a pas été, sinon, fondamentalement modifié par la dernière réforme du 5 septembre 2018. Donc, concrètement, le bilan de compétences, c'est quoi? C'est analyser les compétences professionnelles et personnelles de la personne, ainsi que ses motivations, ses aptitudes, pour définir avec lui un projet professionnel, le cas échéant d'ailleurs pouvant notamment se traduire par un parcours de formation lui permettant, le cas échéant, de se repositionner éventuellement en dehors de l'entreprise. Donc c'est une démarche évidemment qui est éminemment personnelle, qui permet à chaque individu, sans condition d'âge ni de diplôme d'ailleurs, de pouvoir élaborer un projet professionnel réaliste. En cela, c'est évidemment une prestation de conseil qui se rapproche assez significativement du conseil en évolution professionnelle, même si ce n'est malgré tout pas la même chose. Alors, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le bilan, il est encadré par des textes juridiques assez précis qui le définissent de la façon suivante. Il y a 3 phases du bilan de compétences, une phase préliminaire, une phase d'investigation, puis une phase de conclusion qui aboutit d'ailleurs à la remise d'un rapport qui est soumis au secret professionnel, qui doit être remis à l'individu lui-même et à personne d'autre, sauf si évidemment il en est d'accord, donc il y a une transmission auprès de son employeur. Et donc, ça se traduit par une série d'entretiens qui est menée par un professionnel au sein d'un centre de bilan de compétences et qui suppose évidemment un certain nombre de séances de travail personnalisées avec le salarié. Le bénéficiaire est donc le seul destinataire des résultats détaillés du rapport de synthèse et qui peut être communiqué à sa demande à l'opérateur de CEP, voire même, je vous disais, à l'employeur, sous réserve évidemment de l'accord préalable du salarié concerné. Il y a des employeurs qui sont tout à fait favorables au fait que leurs salariés puissent bénéficier d'un bilan de compétences et d'ailleurs sont tout à fait enclins à financer le coût du bilan de compétences lorsque ce bilan est réalisé dans le cadre du plan de développement de compétences de l'entreprise. Alors, sur celui du financement du bilan de compétences, concrètement, 2 façons de faire. Soit c'est le salarié qui est à l'initiative du bilan et concrètement, il est, il faut se le dire, dans une perspective de quitter l'entreprise, auquel cas il mobilise son compte personnel de formation de façon totalement autonome. A priori, il le fera plutôt en dehors de son temps de travail s'il a plutôt envie de rester discret et pas forcément parler à son employeur. Soit c'est un dispositif qui, on va dire, de l'initiative est copartagée ou à l'initiative de l'employeur, et auquel cas, c'est donc l'entreprise qui va financer le bilan dans le cadre de son budget de formation, concrètement. Voire dans le cadre d'un congé de reclassement, si on est dans un dispositif repensé dans le cadre d'un PSE, d'un plan de sauvegarde pour l'emploi. La durée du bilan de compétences ne peut pas excéder 24 heures. Et évidemment, on suppose l'accord préalable du collaborateur, ça va de soi, parce qu'on voit bien, c'est un dispositif qui est éminemment personnel. Donc, pas question quand même, côté employeur, d'envisager de reprocher d'une façon ou d'une autre aux salariés de refuser de partir ou de bénéficier d'un bilan de compétences. Ça n'est pas constitutif d'une faute, ni a fortiori d'un motif de licenciement. Voilà. La particularité d'un bilan de compétences, contrairement à une action de formation, c'est que le bilan doit obligatoirement être réalisé par un centre de bilan de compétences indépendant et extérieur à l'entreprise. Contrairement à des actions de formation qui peuvent être, le cas échéant, réalisées par un service de formation interne, notamment dans le cadre de contrats de professionnalisation, eh bien, le bilan de compétences, lui, doit forcément être réalisé par un centre de bilan de compétences disposant d'un numéro de déclaration d'activité en tant que centre de bilan de compétences, en tant qu'organisme de formation. Voilà. Très bien. Merci Sabrina. Donc nous sommes maintenant au bout de la présentation des dispositifs et nous allons pouvoir répondre à vos questions. Donc on a quelques questions dans le fil de conversation. Première question, Sabrina, tu avais abordé ce point-là, mais peut-être c'est utile d'y revenir.
est-ce que pour un CPF, la formation doit-elle être systématiquement et automatiquement certifiante ou pas? Alors, c'est effectivement ce que j'évoquais là sous la forme du tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Globalement, et l'esprit du CPF, c'est visée certifiante. Donc oui, il faut que les formations préparent à l'obtention d'une certification. Et ça ne suffit pas de dire qu'elles préparent à une certification. Encore faut-il que la certification en question soit enregistrée à l'un des répertoires nationaux, que ce soit le RNCP ou le répertoire spécifique. Alors du coup, très rapidement, c'est quoi la différence entre les deux répertoires? Le RNCP recense l'ensemble des certifications professionnelles qui préparent à des métiers, pour faire court, et le répertoire spécifique recense des certifications qui attestent de compétences plutôt que de métiers. Voilà, c'est la différence. Donc, le répertoire spécifique, c'est le petit frère du répertoire national du RNCP. Donc, pour l'essentiel, la visée du CPF, c'est bien effectivement des formations certifiantes, mais on l'a vu, par exception, par dérogation, on a certaines catégories d'actions qui sont éligibles au CPF sans pour autant être certifiantes en tant que telles. Donc, c'est le cas d'ailleurs du bilan de compétences, qui par définition n'est pas une certification professionnelle. C'est le cas aussi du permis de conduire, parce que ce n'est pas une certification à proprement parler, quoique évidemment il y a bien finalement une forme de certification, puisqu'on va vérifier à la fois à l'issue d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique que la personne est bien apte à conduire. Bon, enfin, c'est un dispositif très spécifique, le permis de conduire. Et puis on a une dernière catégorie d'actions que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les actions de conseil dans la création et la reprise d'entreprise. Ce sont des formations qui sont éligibles au CPF, alors même qu'elles ne préparent pas à l'obtention d'une certification à proprement parler. Voilà. Donc, c'est les cas dérogatoires. La logique, c'est bien de se dire que ce qui est éligible au CPF, c'est des formations à visée certifiante. Mais il y a quelques cas dérogatoires. Alors, nous avons une autre question. Donc, c'est un organisme de formation qui nous indique recevoir des publicités mensongères et ou frauduleuses concernant le CPF. Et en quelques mots, que puis-je faire en tant qu'organisme de formation? Comment traiter ces situations et vers qui me tourner? Sabrina, je te laisserai peut-être compléter ma réponse. Mais à ma connaissance, il faut se tourner vers la Caisse des dépôts. C'est la Caisse des dépôts qui œuvre sur ce sujet. Je te laisse compléter. Oui, exactement. C'est la Caisse des dépôts qui, d'ailleurs, elle-même est membre d'un collectif, si j'ose dire, sous l'égide du ministère, alors ministère du Travail, mais c'est même au-delà. En fait, ils ont créé un site internet dédié qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, sur laquelle il y a clairement une page dédiée sur les tentatives de fraude du CPF, avec tout un tas de conseils utiles et avec une adresse email qui est chargée, en gros, à qui vous pouvez adresser vos réclamations et qui est chargée de traiter plus spécifiquement ces cas-là. Sachant que si, là je comprends que vous êtes organisme de formation, donc c'est un peu différent. Quand on est titulaire d'un compte CPF et qu'on est victime d'une tentative de fraude ou détournement, il y a clairement en gros un SAV qui est géré par la CDC pour faire en sorte de trouver une solution par rapport à cela. Et donc là, il y a un circuit, on a une croix de transmission qui est clairement identifiée et ça se fait en ligne. Il suffit de se renseigner sur la plateforme CPF, c'est assez bien identifié. Si vous n'êtes pas titulaire d'un compte CPF victime d'une tentative de fraude, on va dire que le lien est un peu plus diffus. Donc là, je comprends que vous êtes organisme de formation et que vous observez des pratiques de concurrence déloyale qui sont en plus finalement susceptibles d'être répréhensibles sur le terrain pénal. Auquel cas, je vous invite peut-être à regarder ce fameux site cybermalveillance.gouv.fr qui, globalement, comporte un certain nombre d'indications sur le comment faire pour se prémunir contre ce type de comportement et qui permet surtout finalement de faire des signalements auprès du ministère concerné. Alors après, est-ce que ça va au bout? C'est une autre affaire, mais en tout cas, le site est assez bien fait. Merci Sabrina. Donc, on est allé au bout des questions qui étaient dans le fil de conversation. Nous arrivons au terme de cette webconférence. Je vous rappelle, comme je l'énonçais en introduction, que vous serez destinataire d'une enquête de satisfaction qui vous permettra d'évoquer comment vous avez perçu le contenu de cette webconférence. Je vous rappelle également que ce cycle de webconférences webinaires que nous co-animons donc avec Sabrina Dougados du
cabinet Fromont-Briens. Donc, ce cycle de webinaire continue. Vous serez donc prochainement invité à une webconférence autour de la négociation collective d'entreprise. Et puis, vous recevrez également une invitation sur une webconférence qui sera centrée autour du dispositif PROA, donc Progression et Promotion par l'alternance, où nous reviendrons plus en détail sur les éléments essentiels de ce dispositif et comment concrètement le mobiliser au bénéfice des salariés. Vous avez donc sur le support nos adresses mail, adresses web respectives, donc www.fromont-briens.com et www.avdas.com. Il me reste à vous remercier de votre attention et de votre participation. Et je vous dis donc à très bientôt dans quelques semaines. Merci Sabrina, ton intervention toujours aussi brillante. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, au revoir.